Bonjour. Vous avez réussi à raser les gilets jaunes, bravo. Désolée, je m'aménage un petit peu mon petit chez moi. Alors, merci d'être venu ce matin, même s'il est encore un peu tôt. Moi, je suis comportementaliste équin. Je vais vous expliquer un peu à quoi ça consiste. En fait, je suis comme vous, j'ai 2 parents, mais j'en ai un qui était un peu particulier. Et être une fille d'eux, ça a des avantages. Et ça a aussi beaucoup d'inconvénients, c'est-à-dire qu'il y a tous les avantages qui sont moraux, enfin, ou matériels plutôt. On rencontre plein de gens, on va voir plein de pays, on fait plein de sports différents. Et il y a plein d'inconvénients qui sont moraux. On n'a pas d'amis, mais on ne peut pas avoir d'amis. Et on comprend vite que les gens vous aiment beaucoup par intérêt. Puis on voit les gens qui gravitent autour de vos parents aussi, qui sont toujours là par intérêt, consciemment ou inconsciemment. Ça peut être pour naviguer sur d'autres bateaux, ça peut être pour avoir la bonne photo au bon moment, pour avoir le bon conseil un peu au bon moment, mais des gens qui vous aiment vraiment pour ce que vous êtes, il n'y en a pas énormément. J'ai eu 3 ans et demi quand j'ai rencontré mon premier cheval, Jupiter, un poney talon Shetland, haut comme ça à peu près. Et ça a été le déclic pour moi. C'est-à-dire que les chevaux, ils parlent pas. Du coup, quand ils parlent pas, ils peuvent pas mentir. Du coup, les rapports avec vous, ils sont cash, ils sont entiers, ils sont sains. S'ils ont un message à vous faire passer, ils le font passer. Et comme j'étais pas particulièrement à l'aise avec les humains, que j'étais pas non plus hyper sociable, j'avais quand même pas mal de problèmes. Les chevaux m'ont appris au fur et à mesure à grandir un peu avec eux. Je dois avoir mes zapettes quelque part, c'est ça. Alors ça marche comment? Ça marche comment? Bouton, je découvre avec vous, hein, je ne l'ai pas encore vu, alors du coup... Tac, voilà, Saphir. Saphir rentre dans ma vie quand j'ai 13 ans, 14 ans. Je viens de perdre mon père, lui il a le même âge que moi, et là c'est le déclic. Lui c'était un guide, un seigneur, un grand cheval avec un charisme un peu à la Sean Connery, le genre de cheval qui dit pas grand chose, et puis là, on le voit tout de suite, ouais, on sait qu'il est là, quoi. Saphir, il me fait passer pas mal de messages. Mais par contre, je comprends vite que quand j'enlève le licol, il reste pas forcément avec moi. Dès qu'il est en stress ou dès qu'il y a un problème, un danger, je suis pas sa personne ressource. Du coup, je me pose encore pas mal de questions. Je vois que il n'y a pas d'harmonie, on n'est pas encore ensemble, on n'est pas encore en fusion. Pourtant, je vois plein de trucs, mais je sais pas comment faire avec lui. Je grandis, je passe mon bac assez miraculeusement. Et du coup, je repars naviguer, parce que je navigue depuis toujours et que j'aime beaucoup ça. Et dans le cheval, je ne me vois pas quoi faire. Est-ce que je dois être éleveur? C'est à perte et c'est financièrement très difficile. Cavalier de concours, il faut être sur les terrains de concours tous les week-ends, faut s'afficher devant tout le monde tout le temps, ce qui n'est pas du tout mon truc. Vous allez le comprendre vite là. Euh, Enseigner en centre équestre, ça me correspondait pas du tout. Et le monde du cheval est quand même très compliqué. Puis je voyais que de toute manière, il manquait quelque chose. Alors je continue de naviguer. J'ai 19 ans. Je navigue d'abord en 60 sur des multicoques, les trucs qui sont un peu sur 3 pattes et qui vont très vite. En équipage, j'ai la chance d'embarquer avec Olivier de Kersauzon sur Geronimo, un maxi trimaran. Après, je vais faire du solitaire donc sur ce bateau-là en Figaro, où je ramasse les bouées, clairement. Et puis on s'amuse bien quand on est en mer. Le problème de quand on est en mer, c'est quand on revient. Les problèmes, ils sont toujours là. Ils n'ont pas bougé. Ils sont toujours là. Du coup, ça se passe pas non plus forcément bien, parce que moi, j'étais toujours pas bien avec moi-même, donc j'étais toujours pas bien avec les gens qui me le font bien comprendre. Et puis le problème quand on est une fille d'eux, c'est qu'on sait, parce que c'est le taulier qui vous a tout appris. Il est mort, vous aviez 13 ans, mais c'est pas grave, tout le monde pense que vous savez tout sur la voile. Du coup, vous n'avez pas le droit d'apprendre. Donc j'avais une expérience sur des super beaux bateaux, mais il me manquait quasiment toutes les bases. Et je peux pas poser de questions. Donc, et puis à un moment, forcément, poser des questions. C'est déjà que c'est dur quand on est adulte, mais quand on est enfant, c'est pas non plus très simple. Alors, je repars en Angleterre, et je repars
6 mois me ressourcer auprès des chevaux encore. Et en fait, je trouve un super système quand je suis gamine, c'est que dès que j'ai 10 ans à peu près, je pars dans des écuries ou dans des élevages, et, gratuitement. Je travaille pour eux, ils me logent, ils me nourrissent, puis moi je travaille leurs chevaux, je fais les box, je m'occupe des écuries et tout. Donc forcément, on vous donne à manger à peu près, enfin à manger ça va, mais on vous donne à monter à peu près toutes les carnes, tous les plus mauvais chevaux qu'eux ils veulent pas, mais en fait c'est avec eux qu'on progresse le mieux, parce que du coup c'est des chevaux qui sont difficiles, donc il faut trouver les bonnes solutions, et je me fais pas mal d'expériences. C'est comme ça que je rencontre Saphir au départ, dans un élevage, et là je tombe sur une petite créature qui a 6 mois à ce moment-là, qui s'appelle Spring Loaded, et je rentre avec lui en France. Saphir est à la retraite, moi j'ai pas les moyens de me racheter un nouveau cheval. Un poulain, ça coûte moins cher, et puis on peut étaler un peu les paiements. Par contre, je savais pas du coup à quoi je m'engageais. À 6 mois, on sait pas à quoi il ressemble, votre cheval. On sait à peu près qu'il va être joli, parce qu'on voit à peu près le papa, la maman, mais alors dans le caractère, c'est un peu le saut dans n'importe quoi, là. C'est l'inconnu total. Je rentre et je commence une formation de comportementaliste équin. Alors en fait, ça, on appelle ça de l'éthologie. J'exècre ce mot-là, vu que nous, on n'est pas du tout éthologue. On travaille avec les constatations des éthologues. Les éthologues sont des scientifiques en blouse blanche qui passent leur temps à étudier le comportement du cheval ou d'un autre animal. Mais nous, c'est pas ce qu'on a fait. On a travaillé avec leur déduction. Donc on s'est merci les éthologues, mais voilà, j'aime pas trop ce mot-là. Et cette formation, elle commence 7 mois en France, où on apprend les bases avec un grand maître qui s'appelle Andy Boss. Et on part ensuite 1 an au Montana. Pour être franche, je ne savais pas du tout à quoi je m'embarquais. J'ai juste vu sur un papier devenez chuchoteur et partez au Montana. Moi, j'ai vu partir au Montana, j'ai fait OK, je signe où, c'est là, d'accord, on y va, quoi. Et c'est une fois que je suis rentré dans la formation que j'ai commencé à comprendre. Et Montana, ça a été une très très grande expérience, parce qu'on ça a été que tourné autour du débourrage et donc de l'éducation du jeune cheval. Donc le débourrage, c'est quand on prend un cheval à 3 ans, on lui apprend à lire, à écrire, à être poli avec les gens. C'est sa première rencontre professionnelle avec le cheval, avec l'humain. Donc il vaut mieux que ça se passe plutôt bien. Surtout que là-bas, ce sont des chevaux qu'on utilise vraiment pour du travail. Ce sont des chevaux, nous on avait un ranch qui faisait 75 000 hectares, c'est un petit ranch pour là-bas. Hein. Les ranchs de Ted Turner, c'est des trucs à 400-500 000 hectares, c'est complètement délirant. Nous, on avait quand même 75 000 têtes de bétail, 180 chevaux. Donc on est déjà comme sur du bon range. Mais on passe notre journée à cheval. Du coup, il faut que le cheval soit avec nous et soit de préférence notre meilleur copain. Et on le met dans des situations pas possibles. On va lui mettre à s'entraver les chevaux, les antérieurs. Il ne faut pas qu'il panique, donc il faut qu'il soit dressé, il faut qu'il soit bien dans sa tête, il faut qu'il ait confiance en nous, qu'il y ait vraiment du respect et de la confiance entre les deux. Et c'est ce qu'on fait du coup pendant 1 an. Et du coup, pendant 1 an, on est avec le bétail, on est avec les cow-boys, et c'est la plus belle année de ma vie. Hein. Si vous pouvez aller un jour au Montana, le ciel est plus haut, c'est un truc de fou. Enfin, voilà quoi. Après, on rentre et on s'occupe de la rééducation des chevaux difficiles. Lui, c'était un amour. Mais lui, c'était surtout, je crois, un père qui voulait se débarrasser de sa fille parce qu'il a acheté pour sa fille de 12 ans 3 étalons frisons et les grands chevaux noirs avec les chevaux de trail avec des grands cheveux comme ça. Là, un cheval de 3 ans, 4 ans et un de 5 ans. Donc je pense qu'il voulait clairement se débarrasser de sa fille. Et donc moi je me suis occupé d'un des 4 ans. Et il y a un moment, il m'a très marqué, enfin voilà, il y avait marqué Born to pète ta gueule en grand ici, et moi j'ai perdu, quoi. Mais au fur et à mesure, je commence à comprendre que toutes les lettres qui sont dans l'alphabet commencent enfin à faire un mot. Et je commence enfin à pouvoir communiquer avec les chevaux, on commence enfin à pouvoir travailler en confiance avec eux, avec leur compréhension et surtout avec leur acceptation, parce qu'il peut très bien avoir compris et ne pas du tout être d'accord de le faire. Vous, pareil, vous pouvez très bien avoir compris des choses et vous pouvez ne pas être d'accord. Exemple, les gilets jaunes en ce moment. Et Spring, lui, grandit, il est débourré, on commence à pouvoir faire 2-3 trucs ensemble, et il m'explique aussi très clairement que, non, il y a des choses, le cheval c'est ton miroir. Au revoir Marie. Et donc non, il y a encore des choses où on n'est pas bien. Il grandit, il est beau, il est intelligent, il est malin, il est tout ce que vous voulez, mais ça se passe pas encore bien. Alors... Ça marche, ça marche. Je rentre en Bretagne, enfin, après 2 ans et demi, quasiment 3 ans de formation. Et là, je commence à enseigner.
Et là, plus je commence à enseigner, plus je commence à me dire que je suis vraiment obligé de commencer à aimer les humains, en fait. Parce que je peux pas travailler un cheval, lui dire avec moi ça va bien se passer mon gars. Par contre, quand tu vas rentrer avec ton humain, là il va y avoir un problème. Et je commence à me tourner un peu plus. Et là, je découvre la joie d'enseigner avec moi, par contre, ce que j'ai envie d'enseigner, pas avec ce que le système fédéral me demande d'enseigner. Du coup, on recommence, on reprend les bases, on retravaille en voltige, on travaille surtout beaucoup en liberté. Que le cheval en liberté fasse le choix de venir vers moi. Est-ce que vous, vos amis, ou votre famille, parce que c'est la même chose, est-ce qu'ils viennent vers vous parce qu'ils vous aiment vous, ou est-ce qu'ils viennent vers vous parce que vous leur apportez des choses ? Est-ce que c'est de l'intérêt ou pas? Et le cheval, c'est pareil. Moi, mes cavaliers, ils me disaient non, mais j'aime beaucoup mes chevaux, je leur achète des super couvertures, il a un super aliment, il a un super truc. Ouais, c'est super. Mais ton cheval, il est enfermé au box 23 heures sur 24. Le seul truc qu'il veut, c'est être au champ avec ses potes, à pouvoir se gratter, parce que c'est un animal grégaire. C'est le seul truc qu'il veut, ton cheval. Maintenant, en liberté, est-ce que là, maintenant, quand tu n'as pas de longe et que tu n'as pas de licol, est-ce que le cheval, là, il reste avec toi? Parce que tu lui apportes de la confiance, de la sécurité et du jeu. C'est le seul truc qu'il veut. Si tu lui apportes ça, il peut aller au bout du monde avec toi. Si tu lui apportes pas ça, en cas de danger, le cheval, il va te dégager et après, il va sauver sa peau. C'est normal. C'est un cheval, c'est une proie. Nous, on est des prédateurs, on pue le sang, on pue la viande. On monte sur la partie de son dos qui est la plus vulnérable. C'est normal. Et du coup, je continue de naviguer en même temps, je continue un peu à apprendre à aimer les humains. Je commence à me dire que m'aimer-moi, ce serait peut-être aussi une partie de la solution. Et on commence à continuer de travailler. Je continue de naviguer, je vais au 100 ans d'un bateau qui s'appelle Twiga, qui est basé à Monaco. Et là, la vie me refait partir en voyage, alors que je suis déguisée en fille, en talons de 10 cm, smoking Saint-Laurent. Là, je rencontre Mike Horn. Mike Horn, à l'époque, n'était pas encore la rockstar qu'il est devenu, mais c'était déjà... moi, j'ai déjà lu tous ses livres, j'étais super fan, et je me retrouve en mode... la gamine. Et puis, je sais pas trop pourquoi je vais le voir, parce que j'avais un peu rien du tout à partager avec ce gars-là. Enfin, je voyais pas en quoi je pouvais l'intéresser. Et je vais vers lui, je dis bonjour, je m'appelle Marie, je fais du poney. D'accord. T'en fais bien? Ouais, j'en fais bien. Tu fais quoi l'année prochaine, au mois d'août? Parce que nous, on part en Mongolie, tu veux venir? Là, je fais genre, je suis occupé, j'ai un super planning, et je me retrouve à partir avec lui en Mongolie. J'ai jamais vu Mike de ce dîner-là à Oulan-Bator. Je l'ai jamais revu. Par contre, je suis reparti en Suisse, parce qu'en fait, il a fait un projet, à l'époque, qui s'appelle Pangea Project. Il avait un bateau de 33 mètres de long, un peu comme Tara. Et il emmenait des gamins, des jeunes explorateurs, entre 8 et 16 explorateurs, pour leur montrer les beautés du monde. Alors ils avaient fait les caves de Bornéo, ils avaient fait Cap Chanka, ils ont fait pas mal d'endroits. Et là ils partaient, donc sans le bateau bien sûr, en Mongolie. Et moi je me retrouve à encadrer son expédition équestre en Mongolie. Donc je me retrouve avec 10 gamins qui montaient quasiment pas à cheval, sur des selles mongoles et russes, et des tout petits poneys. Alors les Mongolies, c'est génial, hein. C'est beau, c'est grand, on galope dans la steppe, on est avec des Mongols et tout, super. Vous allez détester ce que je vais vous raconter maintenant. Moi, ça a été un enfer, le voyage. Parce que la Mongolie, effectivement, c'est un grand peuple cavalier. Mike, c'est super. Sauf qu'ils respectent le cheval, ouais, ils ont de l'amour pour les chevaux. Mais ils ont de l'amour comme on donne de l'amour à un autre humain. Mais c'est un cheval. Et pour le respect, c'est pareil. On a clairement des différences de culture, mais ça, je veux bien, il n'y a pas de problème. Eux, plus le cheval est bon, plus ils l'aiment, plus il le jeune, ils le mangent. Moi, ils n'ont pas compris que Saphir, il avait 27 ans à l'époque et je ne l'avais pas encore mangé. Enfin, c'était un truc... Mais ça, pourquoi pas? C'est normal, c'est des différences de culture et c'est pour ça qu'on voyage. Mais le débourrage chez eux, c'est du viol pur de cheval. Alors, j'ai retrouvé une petite vidéo sur Internet, vous pouvez trouver, il y en a plein, des vidéos. Qui a un petit exemple, celle-là, elle n'est pas encore trop violente, mais au moins vous allez pouvoir un peu comprendre ce que je vous raconte. Là, le cheval, et c'est le débourrage type chez eux. Déjà, ils le chopent au lasso, donc déjà que le cheval fasse le lien, bon, mais après les images, les terrains sont tellement grands, pourquoi pas. Vous allez vite voir ce qui cloche. Là, le cheval, il est content quand même déjà d'être là. Il y a le muserolle qui lui remonte bien sous l'œil. Et hop là, c'est parti.
Alors tout le monde se marre parce que bon, c'est un peu rodéo, c'est cool, c'est drôle à faire, c'est des petites sensations. On lui apprend un peu le mouvement en avant, et puis il y a un moment, il va bien accepter quand même. Et ça, c'est classique, c'est partout. Puis vous partez en Argentine avec les gauchos, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est pas... Alors eux, ils s'en sortent parce que c'est des poneys. Hein. Ils font 1m20, 1m30 à tout péter. Donc du coup, pour monter dessus, en général, on lui plie un peu les antérieurs ou on le couche. C'est synonyme de mort hein, pour le cheval. Hein. Je vous avais dit, vous n'allez pas aimer ce que je vais vous raconter. Hein. Et puis après, on monte dessus. Puis à un moment, le cheval, il va se résigner. Et c'est comme ça partout. C'est beaucoup, très souvent comme ça. Désolé. En France aussi, on y arrive. En Europe aussi, on est très très bon. Parce que du coup, là, les chevaux, ils sont vachement plus grands. Ils font 1m70, ils font 1m75, ils sont allemands, ils sont hollandais, ils sont des pur sang, ou alors anglais. On arrive à trouver un nombre d'excuses absolument incroyable. Et ça, c'est des compétitions officielles. Hein. Je veux dire, c'est des trucs qu'on voit sur les terrains de concours, Grand Prix, obstacles. Je crois que le blanc, c'était être au Danemark. Là, il est gentil parce qu'il lui fait un câlin quand même au milieu. Donc bon, il y a quand même de l'amour, ils sont bien traités. Mais il ne faut pas déconner, enfin, je veux dire, c'est Hannibal Lecter quand même là. Quoi. Il y a un moment. Mais non, c'est pas grave, tout va bien, parce que quand on n'a pas la technique, on a le style. Ça marche dans tous les domaines. C'est-à-dire que si là, vous pouvez voir un cheval comme ça, ou avec un peu moins de trucs, hein, un peu compliqué, le cheval il se débat un peu, on va dire waouh, il est bon le cavalier, la vache, il y a quand même, il y a du niveau. Il a l'air d'être compliqué, le cheval, faut le dominer quoi. Ouais, ou pas quoi. Ou pas. Parce qu'il y a juste des chevaux qui sont juste pas d'accord et qui vous le font comprendre. Le problème du cheval, c'est qu'il ne parle pas, il ne ment pas, mais il peut pas crier non plus. C'est rare d'entendre un cheval qui crie de douleur. Et ça, du coup, on arrive à un sacré problème. Ce cheval-là, je vais vous montrer. J'ai pas le retour, je sais pas depuis combien de temps on papote d'ailleurs, mais je l'ai récupéré quand il avait 3 ans. Et c'est un peu ça qui lui est arrivé. Il est parti 3 mois en débourrage chez un cavalier professionnel. Et quand il est rentré, qu'on me l'a amené, en fait, c'est que sa cavalière a voulu le monter. Et directement, à chaque fois, soit il se mettait debout, il se retournait pour l'écraser, soit il galopait, il fonçait contre les murs. Donc un débourrage chez un professionnel, bien fait. Donc là, ça va, parce que c'est encore un petit poney, mais il était entier, c'est un poney de compétition. Et il y a quand même ouais, il y avait un gros niveau quand même. Ce que j'ai essayé de faire avec, c'est que j'ai essayé de lui apprendre un réflexe, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il était en situation de stress, je lui apprenais à baisser la tête et à se détendre. S'il se détend, s'il baisse la tête, ça veut dire automatiquement il va détendre toute sa chaîne musculaire du dos, toute son encolure, et en général ça va provoquer un mâchouillement. Du coup, on approche des stimuli, on les enlève. Il y a toute une technique comme ça, on essaye de leur apprendre plein de trucs. Parce que le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il avait peur, le cheval. C'était pas un problème de respect, c'était un problème de confiance. Il fallait d'abord qu'il ait confiance en moi. Il fallait que je puisse bouger autour de lui. Rien que ça, il l'aimait pas. Pourtant, j'ai une énergie assez basse, je baisse la tête, etc. Dès qu'il s'arrête, j'enlève le stimuli, il se détend. Là, j'essaye de bouger un tout petit peu. Directement, le cheval, il veut pas. Il s'arrête, je m'arrête. Pareil avec les sacs plastiques. Quelque chose qu'il aime pas. Ça le fait rentrer complètement en panique, il sait même plus où il va. Il s'arrête, il mâchouille, le stimuli s'enlève. Et là, il commence du coup à réfléchir, à trouver lui-même les solutions. Du coup, le stimuli, tac, il baisse la tête. Et le stimuli s'enlève. Voilà, il m'explique qu'il est toujours pas d'accord, il n'y a pas de problème. Par contre, j'essaye de garder toujours un contact avec lui, à pouvoir toujours le toucher, c'est un cheval qui a vraiment beaucoup besoin d'être touché. Par contre, du coup, je peux commencer à augmenter les stimuli ailleurs. Au sol, il fait de plus en plus confiance. On essaye de changer d'exercice. Là, je travaille sur les zones aveugles, parce que le cheval ne voit pas derrière lui, il ne voit pas devant lui, il ne voit pas derrière lui. Donc je lui apprends à me faire confiance aussi de loin, et à pouvoir changer d'œil, du coup, à pouvoir changer les directions. Mais là, dès que je passe en zone aveugle, il accélère, il part, et on retente un petit peu le montoir. Déjà, je peux bouger autour de lui. Là, il me tolère maintenant sur son dos. Là, j'ai essayé de raccourcir un peu la vidéo au maximum, mais il baisse la tête, il se détend, je détends.
Pareil, on gratouille, on touche toujours, on essaye de bouger un peu de plus en plus. Il prend le temps de réfléchir, il veut pas se décontracter, il n'est pas encore d'accord. Ça, c'est une évolution sur 10 séances au total. Là, il commence à... Même son déplacement quand il part est de plus en plus lent. Il y va, il s'est dit, bah attends, je suis pas d'accord, je sais pas, j'aimerais bien, mais j'ose pas encore, quoi. Mais forcément, j'étais dans sa zone aveugle, j'étais sur son dos, et c'était encore une partie du corps qu'il aimait pas. Les longues graines, ça passe de mieux en mieux. Il commence à réfléchir de plus en plus, à comprendre. Là, il se dit, tiens, ça lui reprend encore la folle. Les Shinx, en plus, font vachement de bruit. Les Shinx, c'est ce que je porte sur des jambes. Il y a plein de franges dans tous les sens. Là, le montoir, il commence à... Voilà, il s'en fout maintenant. Et là où je suis super contente, c'est que du coup, maintenant, l'année dernière, il y a eu pas mal de médiatisation et sa nouvelle propriétaire vient de m'appeler. Et là, il commence à tourner sur les grands prix poney, tourner des as. Donc je suis super content. J'ai enfin connu son prénom aussi, parce que du coup, avant, à l'époque, c'était un cheval d'élevage, donc il n'avait pas de prénom. Il s'appelle Vinny Vici. Donc j'étais assez contente. Spring, lui, continue de grandir. Et ça commence à devenir un vrai beau cheval. Et puis enfin, on peut commencer à arriver à faire de la liberté. Enfin, je paye nos débuts, forcément, parce que ce qu'on inculque tout de suite à un cheval quand il a 3 ans, 4 ans, et ça reste ancré derrière. Donc il y a pas mal de choses que je peux rattraper, parce que moi j'ai grandi, j'ai évolué, mais ça reste toujours là. Mais voilà, on peut enfin commencer à voler un peu ensemble. On peut enfin commencer à partager quelque chose, à retrouver une certaine harmonie et à vraiment trouver quelque chose où le cheval est heureux. Mais ça, des instants comme ça, je pouvais à peu près... vous n'avez pas grand-chose de mieux, quoi. Mais bon. Je continue de naviguer, toujours, à bord de Mariska. Après, du coup, là, j'étais resté 8 ans à bord de ce bateau-là. Et la grande chance que j'ai eue à bord de ce bateau, c'est que comment je m'appelle, ils en ont rien à faire. Et ils m'ont tout de suite dit, de toute manière, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des gens qui ne savent pas répondre. Génial. Alors là, je suis resté. Moi, mon rôle, c'était de m'occuper de toutes les voiles d'avant, de cavaler sur le bout dehors. Du coup, je m'éclate. C'est un boulot, un job assez physique. Pas mal de monde. Et je continue de travailler. Sauf que le système fédéral fait que je me pose encore beaucoup de questions. Que ça, c'est une phrase qui est très vraie. Je pense que les gens, ils devraient plus s'acheter des chevaux qui coûtent que dalle et apprendre, plutôt que acheter un cheval très cher et se dire c'est bon, moi j'ai les moyens, j'ai plus grand chose à apprendre. Et la remise en question chez l'être humain, je vous dis pas, hein, c'est surtout quand vous êtes une fille qui avait 25 ans quand vous vous installez dans le monde du cheval, vous n'êtes pas particulièrement accepté et apprécié de tout le monde dans le métier, surtout quand vous remettez en cause à peu près tout le fonctionnement de l'écurie ou de la personne. Et du coup, comme je commence à me dire, ok, maintenant je commence à devenir une bonne psychologue pour les chevaux, je commence à les comprendre, les humains, j'arrive à les remettre ensemble, on peut refaire de la réharmonisation du couple, très bien, mais comment je refais ça, vu que le système fédéral veut qu'on passe notre temps à se faire plaisir, que l'hippologie, donc l'étude du comportement de tout ce qui comporte un cheval, tant dans son anatomie que dans son comportement, les parents ne veulent plus payer pour que les enfants soient assis sur une chaise à apprendre quelque chose. Pourtant, on apprend le solfège, on apprend bien le code de la route, mais ça, on ne veut plus. Il y a des cavaliers, j'ai trouvé un club dans le sud de la France qui garantissent le galop 7, donc c'est le dernier stade avant le monitorat, sans chute.
Donc on sous-alimente un peu le cheval, on le saute jamais trop haut, on est toujours très sécu et le cavalier ne tombe pas. Et si vous tombez, on vous rembourse le trimestre. Donc je vois pas comment on peut apprendre dans des conditions pareilles, mais c'est comme ça qu'on est en train de devenir. Maintenant, c'est flippant d'être enseignant et de savoir que sur le bord de la carrière, il y a les parents qui sont là et que si le môme y tombe, vous prenez les parents sur la tronche, quoi, c'est sûr. Et c'est comme ça, malheureusement, parce que voilà, la fédération fait en sorte que l'équitation coûte de moins en moins cher, sauf que le tarif des céréales, de la paille, du foin, ça augmente. Il y a un moment, il y a un problème. On fait du cheval maintenant. On n'apprend plus à être avec les chevaux. On fait plus de voltige parce que c'est pas rentable. On fait plus de travail en liberté. Il faut avoir une cavalerie qui est entraînée, qui est suivie. C'est vachement de temps en plus pour les enseignants. Et puis, il y a un moment où moi, j'ai pas un physique de danseuse étoile. Je suis pas allée apprendre de la danse classique. J'aurais pu apprendre une autre danse. Mais tout le monde n'est pas non plus... on peut leur apprendre, mais tout le monde n'est pas non plus voué à être champion olympique à cheval ou très grand maître écuyer. Mais c'est ce qu'on essaye de faire croire. Et tout ça, bien sûr, sans travail. Et il y a un moment, ça pêche. Et l'équitation, c'est le seul sport individuel qui se pratique à deux. C'est pas une mobilette, quoi. Il y a un moment, il faut apprendre autour du cheval. Et ça, c'est plus fait. Du coup, je repars. Kentucky. Donc Kentucky, vous voyez un peu les États-Unis. Vous faites tracé en droite entre les New York et Grand Lac, et c'est un peu au centre. Après avoir fait le Montana, je refais encore un truc bien ensemble. La prochaine fois, je fais les côtes. Ça va, quoi. Il y a un moment, Trump, je l'ai vu arriver, mais alors très très fort. Kentucky, il y a un grand maître écuyer qui est perdu là-bas, qui s'appelle J.P. Giacomini, chez qui je peux me perfectionner sur l'art équestre. Il a été élève de Nuno Oliveira pendant très longtemps. Il a toute une cavalerie de chevaux lusitaniens là-bas, sous Chalter, Vega. Et du coup, je me retrouve à travailler des super étalons, à des conditions géniales. Et à reprendre, en gros, à leur apprendre à être prof de yoga, en plus d'être comportementaliste. C'est-à-dire, c'est comme vous, quoi. Il y a un moment, vous pouvez avoir des psys, avoir des super amis. Si vous n'êtes pas bien dans votre corps, ça va moins bien se passer. Par contre, curieusement, même si vous avez des problèmes, vous faites 1 heure de yoga le matin ou le soir, comme vous voulez, ou vous allez faire du sport, ou vous trouvez autre chose, enfin bref, vous êtes bien dans votre corps, vos problèmes seront abordés d'une façon complètement différente. Et là, c'est pareil. On peut faire sauter plein de leviers, plein de verrous, un peu sur le cheval à partir du moment où on travaille avec lui en légèreté et pas avec les enraînements que je vous ai montrés avant. Tout type de chevaux. Bucéphale, lui, il se prend pour... C'est pareil, c'est au Kentucky. Il se prend pour un hanovrien d'1,80 m, il se la pète à mort. Et je vous jure. Et mine de, même on peut pas mettre tous les chevaux au Piaf Passage à la haute école, c'est sûr, il n'est pas fait pour ça, mais il est quand même allé assez haut. Et ce qui marche avec un cheval doit marcher avec un autre. C'est pour ça que les Mongols, j'ai pas compris. Pour moi, si ça marche peut-être un peu avec ces chevaux-là, mais avec les miens, je sais que ça marcherait pas. Par contre, mes techniques, je peux les mettre sur tous les chevaux. Et là, c'est ce qu'ils m'ont appris. Je rentre en France, je continue un petit peu mon tour du monde des grands maîtres écuyers. J'arrive chez Dany Lahaye, une très très grande dame écuyère aussi, qui pareil, vous la voyez, elle est posée à cheval, son cheval il est tendu, il est dans le mouvement, il est dynamique, et pourtant elle a rien dans les rênes, et ça dès le débourrage. Je suis pas contre du tout les enraînements, je suis pas contre l'utilisation des morts, à partir du moment où c'est fait en légèreté, où vous pouvez être capable de sentir la langue de votre cheval dans vos rênes. Je sais pas s'il y a des cavaliers un peu dans la salle, mais c'est une sensation qui est complètement incroyable de sentir ça. Et du coup, je reste encore 6 mois chez elle. Et je voulais partir après au Portugal, chez un autre maître écuyer, sauf que, manque de bol, lui, il commence à m'appeler un peu, lui aussi, quoi. Et lui, c'est Penduxis. Et je vivais à l'époque donc chez Dany Lahaye dans mon camion. Je me réveillais un matin, je me dis, mais en fait, on est complètement déconnecté de nos natures. C'est pour ça en fait que j'arrive pas à voir mes cavaliers et que ceux qui viennent me voir commencent à évoluer, mais le reste de la masse et le reste de la masse cavalière. Mais en fait, si on extrapole et qu'on met ça sur nos problèmes en ce moment de réchauffement climatique, de problèmes sociaux, de problèmes économiques, etc., c'est un peu la même chose. Si on se reconnectait à ce que nous sommes et où on vit et à la nature qui nous entoure, on détiendrait sûrement une partie de la solution. Alors je commence à imaginer un projet qui s'appelle Élémentaire. Je ne savais pas du tout où j'allais, parce que moi, au départ je suis cavalière, j'ai tout plaqué en 15 jours alors que ça fait 30 ans que je suis à cheval. Alors,
On dit, si, on y va. Ma mère, complètement folle, me dit, ouais, ouais, ça a l'air sympa, vas-y. OK. Et puis du coup, je me dis, ok, je vais faire un grand projet, on va partir autour du monde, parce que bon, quitte à autant aller autour du monde. Et je vais inviter à bord des artistes, des sportifs, on va inviter des scientifiques, on va inviter des chefs cuistots, on va inviter des économistes, on va inviter des philosophes, on va inviter, je sais pas, tout ce que je trouve, tout ce qui fait un monde et avec qui je peux partager une réflexion. Et sur la réflexion sur une élaboration d'un mieux-être commun. Donc comment est-ce qu'on peut mieux vivre ensemble, mieux vivre avec les autres, mieux vivre avec la nature. C'est assez vague au départ, mais je sais pas, il y avait une grande force qui me disait surtout vas-y. Alors le 3 juillet, on part de Lorient, avec à bord 5 funambules, enfin 5 marins pros, 5 funambules qui n'avaient jamais navigué de leur vie, et on part pour le Groenland, histoire de... La première escale sympa, quoi. La première escale pas difficile en plus, en termes de logistique, les cartes elles sont pas détaillées, pas trop, et puis mes funambules ne savaient pas du tout naviguer. J'en ai un quand même qui pensait qu'on allait s'arrêter tous les soirs en mer. Alors je sais pas si vous voyez la France, si vous voyez le Groenland, au milieu il y a plein d'îles qu'on connaît pas, a priori dans sa tête, mais il y a plein d'îles, une par soir. Et du coup, moi je l'ai pas su tout de suite, c'est une de mes chefs de quart qui m'a raconté ça après, 3 jours après, en me disant Marie quand même, faut que tu saches. c'était une belle anecdote. Mais on se retrouve à partager en fait ensemble 5 marins pros parce que Penduxis a besoin de ça. Et mes funambules qui apprennent, après mes funambules, ils sont montagnards, ils ont un très bon sens de l'équilibre, ils connaissent le vent, ils connaissent le danger, ils connaissent la hiérarchie. La hiérarchie, le funambule est un artiste, hein. Ils étaient musiciens aussi. Donc à bord, c'est simple, on a une hiérarchie bien verticale, hein. Il y a le skipper, les chefs de quart, les matelots. C'est la marine à voile, la marine marchande, ça marche toujours comme ça. Le matelot ferme sa gueule, le skipper décide, voilà. Bon, maintenant, on essaye quand même d'avoir un peu plus de liens, d'avoir un peu de consulter, etc. Mais en cas de problème et de sécurité, ça reste quand même bien vertical. Le funambule, l'artiste qui a décidé de vivre en dehors des lois, hein, quand même, en général, un peu en marge. Lui, il fait tout en collaboration, en coopération, en coproduction, en colocation, on fait du covoiturage, on a un bâton de parole. Moi, je voudrais exprimer mon avis. Enfin, le truc, non, pas là tout de suite. Ouais. Sauf que eux, si je veux les garder à bord, il faut trouver un moyen. Donc moi, en plus, super sociable et super diplomate, je me retrouve à la tête d'un équipage, c'est l'auberge espagnole à bord quand même. Et du coup, on invente une sorte de hiérarchie en diagonale, en prenant un peu soin de tout le monde, entre ce que le bateau a besoin, ce que mon équipage a besoin. Quand on est en mer, ça va, c'est facile, parce que les funambules se plient, et puis le bateau est impressionnant. Eux, ils ont quand même un peu peur. Ils sont malades. Malades. Et ça marche. Mais en mer, par contre, on peut aussi faire pas mal d'expériences. C'est-à-dire qu'on a pu jouer de la musique pour les cétacés, par exemple. Où là, clairement, on a eu des résultats assez spectaculaires quand même. C'est assez dingue. Dès qu'on les voyait, dès qu'on commençait à jouer, parce qu'on d'abord on avait saxophone, mélodica, on s'est retrouvé au Groenland avec une contrebasse, enfin voilà. On avait un violon aussi, on avait un piano à bord aussi d'ailleurs. Et en fait, que ce soit dauphin ou petit rorqual, baleine de mink, elles se retournent, elles restent, elles nous regardent avec leur œil, un gros œil comme ça, et puis elles repartent. Elles restent vachement plus longtemps. Et à l'intérieur de Penduxis, en fait, la coque elle est en alu, et du coup on les entend vachement bien, les petits. Comme ça, on entend ça, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Et clairement, il y a une attirance envers la musique, quoi. Alors du coup, ça c'est sympa comme anecdote. Mais maintenant, si on va voir le côté, quand on a plongé des micros dans l'eau pour enregistrer juste le son de l'eau, ça a été très 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 compliqué. En Islande, on n'a jamais réussi. Pourtant, on ne voyait pas un seul bateau à l'horizon. Mais il y a tellement de pollution sonore, même le bateau et l'eau et le son se propagent tellement bien dans l'océan qu'on n'a jamais réussi à avoir un son pur. Toujours. Et les baleines là, se repèrent essentiellement avec le son, avec leur sonar. Et entre les porte-conteneurs, il y en a juste des millions. Et allumez un jour, regardez Marine Traffic ou Finding Vessel, où vous allez voir un peu le nombre de bateaux qu'il y a en ce moment sur l'océan, c'est complètement fou, mais complètement dingue. Et du coup, ils ont une pollution sonore en permanence entre ça, entre les trucs pétroliers, les plateformes pétrolières, ceux qui sont en train de défoncer les océans aussi pour la pêche, ceux qui sont en train d'extraire du minerai. Enfin voilà, il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans l'océan.
Et eux, là, ils sont en train de le payer le prix fort, quoi. Mais vraiment très très fort. On arrive au Groenland, donc ça ressemble un peu au Glénan, un peu les mêmes îles, enfin, Bretagne, tout pareil. C'est beau, quoi. On arrive au Groenland, on arrive avec du coup toute une bande d'artistes dans un pays où les artistes, ils en ont pas énormément qui viennent quand même chez eux, surtout en bateau. En ce moment, le Groenland, c'est comment dire, il commence à avoir des bons gros paquebots remplis de touristes qui dégueulent 4000 touristes dans un village où il n'y en a que 1000. Puis nous, on restait pas mal de temps. Enfin, donc on avait un camp de base à Danortalik, et puis après, on allait à droite, à gauche, mais on revenait. Et d'un seul coup, il y a un cargo qui arrive et tout le village se remet en habit traditionnel, peau d'ours, machin, tout le truc. On sort les kayaks, limite, on vend nos petits trucs pendant une demi-journée, et puis après, ils repartent et tout le monde se remet en jogging. On se dit, on était dans un film. Mais par contre, du coup, comme on était avec plein de funambules, on avait pris plein de petites slacklines, vous savez, des petites sangs sur lesquelles ils marchent. On en avait mis partout dans les villages, on est resté pas mal de temps avec eux. Puis on a retrouvé un autre bateau aussi, artiste, qui était parti de Douarnenez quelques mois avant. Et on s'est mis en tête de faire notre croisière ensemble. Parce que à Vore, ils avaient contrebasse, ils avaient tout plein de choses. Et on a réussi à faire un spectacle d'1 heure et demie pour les habitants sur place. On a pu quand même passer pas mal de temps. Et les gens vous apprécient pas du tout de la même façon quand vous venez en bateau, quoi. Pour eux, c'était dingue. C'est pas un peuple de marins, quoi. Ils vont sur la mer quelques heures, voire une journée pour pêcher. Mais jamais plus. Eux, venir en bateau de là-bas, à chaque fois, c'est complètement fou. Et on a passé du coup beaucoup de temps à retrouver un mode de communication simple aussi, parce qu'il y en a quelques-uns qui baragouinent de l'anglais, mais pas plus que ça. Parler groenlandais, je vous garantis que vous apprenez pas ça en 2 secondes. Et puis on a essayé, après on est parti naviguer dans des endroits un peu fous. On a eu pas mal de monde qui sont venus à bord. Le peintre Jacques Godin est venu pendant 4 semaines à bord. Et maintenant, il est en train de préparer son exposition. Il y en aura une à Paris, une au Fort de Sainte-Marine, si vous voulez, cet été, et une troisième à l'étranger. On a eu Yann Tiersen qui est venu enregistrer une partie de son album à bord avec sa femme Émilie. On a eu une apnéiste spécialisée dans le comportement communication interespèces, où là du coup on a pu travailler pas mal sur les baleines avec elle. On avait un photographe sous-marin, on avait un autre génie du son, Ezra, qui était avec nous en Islande. Et puis au bout d'un moment on est rentré en France. Là, Penvixi, c'est le tout petit point là qui est en bas, blanc. Je sais pas si vous voyez. Ça vous donne un peu l'échelle, c'est spectaculaire là-bas. Et vous voyez très clairement par contre où était le glacier il y a encore pas très longtemps. Et en fait, on a eu de ça, on essaye à chaque fois de laisser une empreinte sur place. Alors là, c'était des concerts, là, c'était partagé avec la population locale, parce que c'est surtout ça dont ils ont besoin. Et nous, on devait rentrer en faisant toute une série de documentaires. Sauf que on a eu un petit problème où le monde de la télé n'est pas forcément le monde des bisounours. Et puis, un diffuseur a pris une décision, sauf que nous, on était déjà arrivés au Groenland, et du coup, la prod nous a dit, nous, on vient pas. Super, sauf que nous, on est arrivés hier, et on fait quoi maintenant? Donc j'avais mon médiaman qui avait 21 ans, le jeune, sa caméra dans une main, le seau dans l'autre, parce qu'il était malade tous les jours. Et il se retrouvait à devoir filmer, tourner, dérocher, monter, produire, alors continuer de filmer, continuer de tourner, continuer de dérocher, H24, un peu sur tout ce qu'on faisait. Et on a décidé de faire du coup une série de mini-clips de courts-métrages en fonction de ce qu'on vivait sur place. Donc on a abandonné le documentaire, parce qu'avec une seule caméra on peut pas, et un seul micro, on va pas bien loin. Et on s'est retrouvé à faire ces documentaires-là. Et pour avoir maintenant, en fonction de ce qu'on vivait en fait sur place. On n'a pas de son par contre. Parce que là, ce serait vachement mieux avec du son quand même. Merci. Il y a ce fjord, le fjord Après. du Tazermiut, qui est emblématique, qui est mythique, qui a des faces qui sont immenses et un peu à perte de vue, où même la petite montagne, ce serait vraiment une grande montagne chez nous. Et donc l'idée d'aller dans ce fjord, de choisir le Nalu.
La beauté du projet, c'était aussi la difficulté de l'accès et l'éloignement de la face. Voilà, on est au fond du Tazermut. C'est une face bien raide de 600 mètres. Ouais, ça fait un beau M qui est en fond de vallée avec une paroi qui est magnifique. Ça fait comme un grand livre ouvert. Et l'idée d'aller poser une ligne en haut de cette face, c'est juste magique, quoi. Ouais, on est parti plutôt du bateau avec Colline un peu en mode éclaireur pour faire le boulot d'éclaireur, quoi. Arriver avant tout le monde, repérer les accès, potentiellement commencer à grimper pour qu'on puisse gagner du temps sur le planning qui était un petit peu serré. Et là, on a fait un premier essai, on est allé au pied de la paroi, on a grimpé. Donc la voie sur laquelle j'avais le plus d'infos, on s'est rendu compte qu'en fait elle n'était pas accessible facilement. Donc on a décidé de partir dans une autre voie sur laquelle j'avais quasiment pas d'infos. J'avais une cotation maximale. On s'attendait à arriver, pouvoir grimper, poser la highline, faire comme le plan initial, comme c'était écrit. Alors qu'en fait, on arrive là-bas et on se retrouve à avoir du doute. Je me suis fait défoncer. C'est dur. Et on s'est trompé de voie une fois. Et du coup, voilà, on s'est dit peut-être que le rythme d'ascension était trop lent, que c'était peut-être trop dur aussi pour moi tout seul. Et il y avait un deuxième problème qui s'est posé, c'est que les cordes statiques, elles frottent. On s'attendait à une paroi très raide, donc on se disait qu'il n'allait pas avoir beaucoup de frottement. Donc la solution, ça aurait été de rajouter des speeds dans la voie pour mettre ce qu'on appelle des fractios, donc fractionner les longueurs de corde en plusieurs morceaux pour que les endroits qui frottent soient les endroits fixes. Mais moi, j'avais pas envie de rajouter de speed dans la voie. C'est des voies qui sont faites pour être grimpées en terrain d'aventure, elles ont été ouvertes comme ça, et j'avais pas envie de détériorer la voie en rajoutant des points. On se replie tous de manière safe et qu'on abandonne le truc. Mais c'est pas grave, des lignes, il y en a plein à mettre. Là, on a vu un peu gros, mais moi je le vois vraiment comme un repli stratégique, zéro blessure. Parce que là, au fin fond du Groenland, te blesser dans un fjord, c'est pas une bonne idée du tout. Plus on apprend de nos erreurs, plus on va vers des tâches complexes, et plus on va vers des tâches complexes, plus les échecs qu'on a à affronter sont difficiles en soi, et plus on met du temps à s'en remettre, ou inversement, parce qu'on a bien tiré les leçons du passé et qu'on a appris à être résilient finalement, et on se dit que la vie elle est quand même vachement belle et qu'il y a plein de choses à faire. C'est Churchill qui disait que le succès c'était d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. C'est comment rebondir tout le temps. L'échec à ce moment-là c'est abandonner. Si t'abandonnes là d'accord c'est un échec. Si t'as pas essayé toutes les solutions que tu as pour t'en sortir, là à ce moment-là c'est un échec. Enfin, l'esprit d'entreprendre, pour moi, c'est oser prendre des risques et du coup oser prendre des échecs. Si le seul truc qui peut faire que ton rêve ne se réalise pas, c'est d'avoir peur de l'échec, en fait. Il y a un proverbe qui dit « il vaut mieux viser la lune, au pire on atterrit dans les étoiles ». Voilà, on a fini dans l'espace, ouais. Cette série de courts-métrages, on l'a faite complètement au pied levé, du coup. Et à chaque fois on a essayé de la faire, vous pouvez la retrouver après sur le site internet du projet, où on essayait de transposer ce qui nous arrivait en 4 minutes, parce que du coup ça devait être court en plus, du coup, on ne pouvait pas rentrer complètement en profondeur dans les thèmes, mais de prendre plusieurs thèmes. On avait fait de l'importance de prendre des risques. On a fait du coup le thème de l'échec, de l'importance du voyage, de l'importance de créer du lien, de l'importance de l'équilibre, l'importance du temps aussi, ça c'est celle d'Yann Tiersen, l'importance de laisser faire. Et on a essayé d'aborder cette première étape comme ça. On rentre en France en novembre, bien fatigué quand même, et du coup arrive maintenant la V2 d'élémentaire, parce qu'il y a un moment, on a fait, là c'était le premier, c'était le grand gâteau d'essai, voir ce qui marche pas, ce qui devait marcher n'a pas marché, tout ce qui devait pas marcher a marché, donc maintenant on peut réécrire le projet. Nouveau projet, c'est la même chose. C'est quasiment la même chose, on part toujours avec des artistes, avec des sportifs, avec des scientifiques, on fait toujours une mixité à bord. Parce que moi je suis métisse de toute manière, donc je vais quand même pas commencer à segmenter les choses et à rentrer dans une case. Mais on va plus en profondeur maintenant. On a quatre défis, enfin 4 objectifs, donc c'est toujours mettre en lumière les grands défis de l'humanité. C'est vaste, c'est complexe, mais il y en a tellement et il faut tous les aborder.
Il y a participation à l'élaboration d'un mieux-être commun, ce qu'on faisait déjà au départ. Organiser un réseau de valeurs et se reconnecter à ces natures. Pour nous, tout est lié. Surtout le développement. En fait, on veut aborder le monde via le développement durable. Développement durable, ça reste l'écologie, le social et l'économie. Vous ne pouvez pas aborder un problème en vous focalisant que sur l'économie. Exemple, les gilets jaunes. Si vous oubliez le social, il y a un problème. Pourtant, ils n'ont pas oublié l'environnemental. Et c'est là où est le problème en ce moment, c'est qu'il faut qu'on arrive à avoir un bon équilibre et de l'harmonie entre tout ça, qu'aucun ne se fasse léser. On a mis en place du coup 4 projets concrets, enfin le soutien de 4 projets concrets, donc c'est pas nous qui les portons, on ne va pas porter le pacte finance-climat, il y a des gens qui sont très bons pour ça, par contre on les relaye, ce sont 4 projets qui sont voués à fonctionner, en tout cas on espère, et qui apportent vraiment une solution concrète et dans le réel. Du coup le pacte finance-climat, donc 1000 milliards pour le climat, je pense que vous en avez probablement entendu parler, il y a un moment si on a trouvé 1000 milliards pour sauver les banques, on va peut-être en trouver pour sauver notre peau, ce serait peut-être pas mal. On a le GIECO. Le GIECO, c'est comme le GIEC. C'est le GIEC, mais adapté au comportement. Parce que le GIEC, ça fait 30 ans qu'ils nous disent qu'on va droit dans le mur. Il est là, il est inscrit, il est là. Par contre, on ne sait toujours pas pourquoi, parce qu'on ne change pas de comportement. Et du coup, le GIECO est en train d'être créé. The Good Country, qui est un pays qui est basé sur ses valeurs et non sur des frontières. Et Oceanus Common. Oceanus Common, c'est faire des océans bien communs de l'humanité. Parce que du coup, ils appartiennent à personne. Du coup, ils appartiennent à tout le monde. Peut-être un peu trop à certains d'ailleurs. Et il y a un moment, l'océan, c'est quand même 70% de la planète. Nous, on est composé de 70% d'eau. Il faudra peut-être commencer à faire des liens aussi. Parce que si vous ne buvez pas, vous ne vivez pas. Si on n'a pas d'océan, on meurt. Enfin, c'est des choses qui sont tellement simples. Pourquoi est-ce qu'on est obligé maintenant d'avoir des projets pareils alors que... Enfin, on n'a pas la nature, on ne vit pas, c'est tout. Enfin, je ne veux pas vous convaincre, vous. Du coup, on s'est associé aussi, on a associé les 3 valeurs de la République aussi autour de ça. Non pas parce que je suis extrêmement patriote, hein, moi je suis bretonne surtout, mais et créole. Mais ça nous semblait très important aussi de remettre ces valeurs-là au centre. Et du coup, la prochaine escale, c'est les Açores. On repart dans le chaud, direction le Brésil, avec une petite escale aux Açores d'abord. Où là, la question, ça va être l'exploration est-elle vectrice de progrès? Vous avez tous un papier, un stylo, vous avez 4 heures, je reviens. La réponse n'est pas forcément oui, mais en tout cas, ça va être, on pourra avoir des aspects différents, c'est-à-dire on va commencer par un comédien humoriste qui va nous rejoindre là-bas, qui a aussi un master en psychanalyse lacanienne et qui est aussi qui a un instructorat en plongée spéléologue. Quand on le voit, on n'a pas l'air. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le comédien Jarry, qui travaille beaucoup avec Arthur, qui est complètement extraverti. Et je l'ai rencontré au salon de la plongée, et il me dit qu'il est plongeur spéléologue. J'ai à peu près mis 10 minutes, un quart d'heure à le croire. Et parce qu'il faut y aller quand même. Déjà faire de la spéléo à terre, je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Moi, me retrouver enfermé, c'est pas top. Mais alors sous l'eau, à 90-100 mètres de profondeur, il faut avoir un self-control. Voilà, il faut être quand même bien. Donc lui, je ne vais pas répondre à sa place à cette question-là, mais je pense qu'il va partir plus sur l'introspection, sur l'imaginaire, sur le travail qu'on fait en soi pour analyser les autres, pour analyser la vie, pour s'analyser. Enfin voilà, ça va être une question assez philosophique pour lui, je pense. Après, on a 2 spationautes qui nous rejoignent, Jean-François Clairvoy et Jean-Jacques Favier. Donc Jean-François a volé 3 fois dans l'espace. Il a réparé le télescope Hubble. Jean-Jacques, lui, est plus scientifique et il a volé avec Columbia dans les années 90. Donc là, on va faire énormément de liens entre la mer et l'espace. Comment est-ce qu'on peut maintenant, comment est-ce qu'on peut préparer ces expéditions pour aller vivre sur la Lune ou vivre sur Mars? Et ces gars-là, ils se préparent sous l'eau. Mais en même temps, il y a beaucoup de superstructures qui sont en train d'être inventées, comme par exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'académicien Jacques Rougerie, qui est océanographe et architecte, et qui lui invente des structures qui sont dérivantes, et du coup les scientifiques peuvent rester à l'intérieur et vivre au rythme de l'eau. Et il y a énormément de liens qui sont en train d'être faits en ce moment de la mer et l'espace, parce qu'en fait c'est les mêmes explorations quasiment, et on a presque quasiment les mêmes enjeux. Et ensuite, c'est une apnéiste qui va nous rejoindre au Roasso, avec elle on va rester un peu plus longtemps que les autres, parce qu'on va aller surtout voir cachalot, tortue, et voir justement ce genre d'exploration-là.
Ensuite, on va partir pour le Brésil. Là, ce sera complètement différent. On va travailler sur les inégalités via le prisme du handicap. En plus, au Brésil, en ce moment, ça se passe super bien. C'est un pays qui a l'air vachement sympa. Et je pense même que je vais devenir lesbienne juste comme ça, par pure provocation, quoi. Et voilà, on va travailler sur le prisme du handicap en tant que handicap moteur, handicap mental ou handicap social. Est-ce qu'on est riche ou pauvre? Est-ce qu'on est moche ou beau? Est-ce qu'on est hétéro ou pas en ce moment là-bas? Il va y avoir pas mal, de gros sujets, gros thèmes à aborder. Ensuite, on va partir sur Cape Town. Cape Town, Afrique du Sud, ce sera plus les peurs, travail sur les peurs. Et pareil, le terreau est assez fertile là-bas. Et après, on remonte tout l'océan Indien jusqu'à Dubaï. Non pas que j'aime particulièrement le bling-bling, mais il y a l'ouverture de l'exposition universelle le 20 octobre 2020. Et là, on aimerait travailler sur les différents types d'économies, ne serait-ce avec Gunther Paoli pour l'économie bleue. On peut travailler avec le prince Albert qui est parrain du projet et qui a une belle vision de l'économie aussi. Travailler avec le ministère de la Transition écologique. Si on arrive à avoir Barack Obama, on va prendre Barack Obama, j'en sais rien. Hélène MacArthur serait vraiment top pour qu'on puisse parler justement d'économie circulaire et toutes ces positions qui sont en train de mise en place dans le monde. Avant d'aller à Dubaï, j'espère pouvoir m'arrêter aux Maldives. Ça a l'air d'être un pays tellement sympa en ce moment aussi. S'il reste encore de la terre et que c'est pas recouvert par le plastique et par le terrorisme. Tout ça, le programme indien, il est encore en cours d'élaboration parce qu'il y a de la piraterie sur place. Et j'ai rendez-vous avec le chef d'état-major cette semaine pour voir comment est-ce qu'on fait pour y aller et pour revenir avec tout le monde à bord. Et pas dans 6 mois, mais quand on veut, quoi. Ouais. C'est un peu le problème du bateau, c'est qu'il y a un moment, on est quand même responsable d'un équipage, même si le projet est sympa et qu'on a beaucoup de choses à dire, je ne veux quand même pas prendre de risques pour notre peau non plus, outre mesure, quand même. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je ne sais pas si je suis arrivé au bout de mon heure ou pas, je n'ai pas de retour d'horloge, mais c'était un plaisir. Ok. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions par hasard. Pardon ? Ah, en Guyane ? J'aimerais bien. Mais ce sera plus, si on vient, ce sera sur le retour. Parce que là, pour l'instant, on a des dates qui font qu'on traverse et qu'on descend. L'avantage d'élémentaire, c'est que du coup, la planète, on peut en faire le tour, et puis en revenir, et puis repartir dans l'autre sens. Et forcément, il y a une belle escale que je veux faire aux Antilles, mais il y a quelque chose que... j'ai pas encore trouvé de bonne façon d'aborder aussi les Antilles, où aller, puis il y a tellement d'endroits aussi. Venezuela, c'est un endroit maintenant où on va pas naviguer comme ça tout de suite, on va attendre un petit peu. Même au Brésil, il y a des endroits qui sont un peu chauds. Mais c'est vrai qu'à Guyane, il y a vraiment quelque chose à faire, on aimerait beaucoup. Ouais. Puis c'est prévu, parce qu'on aimerait bien en fait, remonter, après avoir fait le Pacifique, reprendre le Horn, remonter. Et après, on a toute la... Donc voilà, Mexique, Guyane, remonter sur les États-Unis. Et puis du coup, après, il y a l'Alaska, il y a remonter Spitzberg, et redescendre sur les Lofoten. Ou alors faire passage du Grand Nord et repartir. Puis si ça se trouve, on va rester en Polynésie, parce que c'est bien aussi. Quoi. Oui, bonjour. Je voudrais savoir ce que vous pensez du travail de Bartabas avec les chevaux. Bartabas, je suis resté pas mal de temps chez lui à l'occasion. Bartabas, c'est la quintessence du travail, en tout cas du spectacle, sur les lumières, la mise en scène, c'est incroyable. Avec les chevaux, pareil, il a une évolution. Je sais ce qu'on raconte sur lui. Moi, j'ai passé pas mal de temps à Zingaro. J'ai jamais rien vu qui m'a choqué. Et au contraire, c'est un écuyer à cheval qui est absolument incroyable. Au contraire. Il prend des chevaux qui sont aussi difficiles que lui, parce qu'il est comme très très dur avec lui-même, il est très dur avec les gens avec qui il travaille. Quand on voit ce que pose comme question le Caravage, qui est son cheval, déjà quand on s'appelle le Caravage, c'est qu'on commence à avoir un petit
Et pareil, il lui répond toujours dans la justesse, et c'est quelqu'un qui a vite compris que tout venait dans le relâchement. Donc il demande quelque chose, le cheval donne, il lâche les rênes et il repart. Et puis il va redemander quelque chose, un effort, 2 secondes après, clac, c'est fait, il repart. C'est très dans la décontraction. C'est un des très grands écuyers, je pense, que maintenant. Pas forcément celui qui transmet le mieux, mais ouais, si... Bon, ça me dérangerait pas de savoir monter comme lui, ouais. Bonjour. Vous parliez tout à l'heure de vouloir inviter des chefs sur Penduxis, et ce serait quel genre de collaboration en fait, que vous recherchiez avec des chefs de cuisine Je sais pas, ça dépend des gens que je rencontre. Il y a un énorme problème culinaire, enfin pas culinaire, mais de nourriture qui est en train d'arriver. Et je pense qu'eux détiennent une partie de la réponse. C'est-à-dire que j'invite des gens avec qui déjà je m'entends bien, parce qu'on va vivre ensemble sur le même bateau. Des gens qui ont envie de passer le même message, et des gens qui ont une réflexion. Maintenant, c'est à eux de me dire, c'est eux qui viennent avec le projet. Parce que moi, je leur propose quelque chose, et c'est eux de leur côté qui commencent à réfléchir en disant « Ah mais ouais, mais en fait, il y a ce pays-là où moi j'irais bien, alors que moi, j'ai peut-être pensé à un autre pays pour eux. Parce que à tel endroit, ils ont des cultures de comme ça, à tel endroit, ils nourrissent leurs enfants, leur école, leurs trucs de telle façon, telle façon, telle façon, telle façon. Et regarde, à bord, parce qu'on est quand même à bord d'un bateau, on est sur une petite coquille de noix, on est sur une sorte de microcosme de l'humanité, alors qu'on a des ressources restreintes aussi. On essaye de rejeter aucun microplastique à la mer. On n'a que des produits qui sont des produits vaisselle ou des produits... comment ça s'appelle ? De soins, merci. Qui contiennent aucun microplastique. On fait nous-mêmes notre dentifrice, on fait nous-mêmes ces trucs-là. Maintenant, la gestion de la nourriture en mer, c'est exactement la même que la terre, quoi, forcément. Et du coup, c'est à eux après de me donner leur regard et de me dire, bah tiens, on peut peut-être faire des trucs comme ça, on peut se nourrir de cette façon-là, et ça marche aussi à plus grande échelle. Il y en a qui vont me dire qu'ils sont à fond vegan, à fond végétarien, d'autres qui vont me dire, ah bah non, peut-être qu'on peut continuer à manger de la viande, mais par contre de façon plus raisonnée, de façon comme ça, que ces problèmes... Voilà, c'est à eux après de me proposer des solutions. Moi, je n'ai pas la solution sur tout. Je mets en place un projet où les gens arrivent et me donnent leur savoir. Moi, je fais que éponge, j'absorbe au milieu de tout, quoi. Vous avez peut-être d'autres questions ? Ah, je vous entends pas du tout. Ouais, mais les sargasses... Sur les sargasses, je suis très inquiète au niveau de la Martinique et de la Guadeloupe. Ouais, il y a de quoi, ouais. Il y a de quoi. Il y a de quoi, il y a de quoi. Et c'est dommage parce que c'est en train de tout détruire. Et même à la Désirade, ils ont été bloqués avec le bateau là, il y a quelques mois. Ils ne pouvaient même plus circuler, le bateau. Donc ils étaient vraiment bloqués dans l'île. Mais ouais, ça malheureusement, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Mais ouais, c'est un des sujets. Enfin, il y a les sargasses là, et puis il y a plein d'autres problèmes comme ça partout. Hein. Mais ça, c'est un problème global aussi. Les sargasses, si elles arrivent, c'est une conséquence. C'est une des grandes conséquences. Par contre, c'est une des conséquences qu'on voit, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais la pollution, on s'en fout parce qu'on ne la voit pas. C'est pas quelque chose si on en parle les jours où il n'y a pas de vent, et du coup, curieusement, à Lyon ou à Paris, on ne voit plus rien, il y a des pics de pollution, mais la pollution, elle est toujours là. C'est juste qu'en général, il y a du vent, et puis on ne la voit pas. Mais la pollution, ça peut être... on a plein de pollutions différentes. Et celle-là, on la voit. Du coup, on en parle un peu plus. Mais doucement, parce qu'on va quand même pas remettre en cause ce qui doit être mis en cause. Ce serait dommage de taper grand coup de pied là-dedans. Mais ouais, si on passe aux Antilles et on y passera, ce sera forcément un des grands sujets, ouais. Voilà. Et ben merci beaucoup.